mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis au Salon Zen de Paris avec un délicieux co-créateur. Bonjour. Bonjour Lilou. Nous allons parler d'un sujet très important, la respiration, en fait, les vertus de la respiration. Vous êtes auteur de ce livre et de nombreux autres livres. Je suis très intéressée par votre parcours, très intéressée d'apprendre plus sur la respiration et comment bien respirer, quelles sont les vertus de la respiration. Par où commencer, docteur? Non, vous appelez docteur, mais c'est vrai que c'est au cœur de notre vie quand même. Alors, chaque personne respire à peu près 20 000 fois par jour. Et la plupart du temps, dans 10 à 12 cycles par minute, en se servant que de à peine 20% de ses capacités. Parce que la respiration est inconsciente. Rendre la respiration consciente, c'est déjà un chemin de vie. Et ça permet de profiter de ces ressources pour avoir de la vitalité dans les réactions entre ce que l'on mange et ce que l'on respire. Ce que l'on mange, c'est le carburant, ce que l'on respire, c'est le comburant qui permet de transformer les aliments en énergie. Donc je respire davantage, je suis en meilleure santé, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de vitalité. Ça a beaucoup d'autres aspects sur la gestion des émotions. Si je suis débordé par mes émotions, je suis à fleur de peau, je réagis. Si je respire tranquillement et que j'accueille mes émotions, je peux surfer sur la vague de l'émotion, les exprimer, les partager ou les gérer pour différer le moment de les exprimer. Trouver les amis avec qui je vais pouvoir le faire, etc. C'est aussi très important sur la vigilance. L'Indien sur le sentier de la guerre qui marche sans faire de bruit, il retient son souffle mais il respire pour rester en forme, pour pouvoir attaquer. Dans les arts martiaux, la gestion du souffle est bien connue. Le judo et l'ensemble des arts martiaux ont montré ces pratiques du souffle, ou même le kung-fu des Chinois. Mais pour n'importe qui, indépendant de nos arts martiaux, la conscience du souffle permet d'avoir une concentration beaucoup plus élevée. Mais ça veut dire s'arrêter, ça veut dire poser? Non. Tout s'arrête, le temps s'arrête. Je fais ce petit geste-là qui n'a l'air de rien. Ma main gauche tourne vers l'avant, ma main droite tourne vers l'arrière. Ça a l'air de rien, mais déjà, Là, je suis déjà impressionnée. Ça fait fonctionner mes deux cerveaux à la fois. Et donc, il faut pouvoir être en même temps vigilant, comme Goleman en parle dans son bouquin sur Focus, sur l'extérieur, j'observe, je perçois, conscient de soi, et le souffle aide à cette conscience de soi, cette conscience globale de mes sensations, de mes sentiments, de mes pensées, mais de l'attention qui prend tout ça en compte. C'est un entraînement mental de l'attention. Et dans les sports de haut niveau ou dans les situations exceptionnelles, on a besoin de cette vigilance très pointue qui en même temps embrasse le paysage et qui en même temps garde le fil de la tâche ou de la mission qu'on a en tête. J'ai l'impression aussi qu'il y a un rapport au temps qui est différent quand on commence à respirer différemment ou consciemment. Alors, vous savez que le temps n'existe pas, c'est une convention sociale. Le passé est une mémoire remodifiée pour que ça nous arrange dans la version qu'on veut bien garder. L'avenir est une spéculation, c'est l'ici et maintenant qui est la réalité du temps. Mais selon les cultures, on peut considérer que le présent n'est rien. C'est un télescopage entre passé et futur. Pour toute l'Asie, le temps est la seule chose qui existe. Et pour un sage taoïste sur sa montagne, pour un pratiquant de tai chi, c'est cet étirement de la conscience dans le temps qui va faire qu'on englobe plus de choses en une fraction de seconde. C'est l'ouverture du champ de perception. Et c'est plutôt agréable à vivre. Il y a des formes de méditation où je suis conscient de moi-même, conscient de la fleur ou de l'arbre qui est devant moi, conscient de la forêt, conscient de l'univers autour et conscient de chacune de mes cellules comme je serais au robinet. C'est un entraînement de la perception et de la conscience. Donc le fait de respirer consciemment, ça ralentit, ça nous permet de vivre temporellement, d'étirer le temps? Alors, ça amplifie l'intensité, l'ampleur de la perception. Je vais vous donner un exemple. J'ai appris ça dans les monastères au Japon en 69 pendant que j'apprenais l'acupuncture, mais je l'ai pratiqué abondamment tous les jours pendant des années. J'ai continué avec l'enseignement du Tai Chi Chuan. Et comme j'avais une vie très active à l'international, j'ai enseigné au Canada, je l'ai mis en pratique dans ma course à pied. Pendant 25 ans, j'ai couru 50 km toutes les semaines. Eh bien, je courais en état de méditation en observant chaque respiration, en observant chaque geste dans la sensation pour être le plus économe possible. Et j'ai couru des marathons pendant 4 heures, j'ai observé chaque respiration et chaque foulée. Du coup, j'arrive sans être fatigué, j'arrive dans un temps raisonnable et j'arrive à embarquer ma carcasse qui n'est pas si légère que ça, dans le plaisir, dans la bonne humeur et dans la légèreté. Alors, ma question, c'est comment on peut rester conscient, bien présent, tout en pensant à ses respirations? Quelle est la dynamique là? Alors,
c'est enseigné à nouveau depuis des siècles. Et dans le premier stade de la méditation zen, c'est Bonpu Zen, le calme psychologique. Arrêter de s'identifier à ses pensées pour les regarder passer, mais en même temps rester conscient de moi qui observe mes pensées. Et à peu près dans toutes les écoles de ce genre-là, on invite à être conscient de la respiration quelques minutes par jour. Suivre le fil de la sensation pour tourner la narine. Les gens qui font avec Goenka les sessions de Vipassana s'entraînent 8 heures par jour pendant une semaine. Mais chacun peut, dans sa vie quotidienne, prendre quelques minutes pour se poser, s'asseoir et observer son souffle et prendre le temps d'aller au bout de l'inspire, au bout de l'expire. Sur le plan médical, dès qu'on ralentit, on approfondit la respiration, on stimule le système parasympathique de récupération. Donc tout le monde prend des vacances et est fatigué 15 jours après être rentré de vacances. Et on ne sait pas mettre l'esprit en vacances au singulier, ce qu'on peut faire quelques minutes par jour de ci, de là, pour récupérer de l'influx nerveux, se ressourcer, reprendre de l'oxygène. Donc quelques minutes par jour. Puis le faire pendant qu'on marche dans les couloirs au bureau, quand on marche dans la rue pendant qu'on fait ses courses. Et petit à petit, c'est l'esprit qui apprend à être vigilant et à incorporer la perception de soi en même temps qu'on est actif. Le compagnon du Tour de France qui réalisait un chef-d'œuvre, il a appris ça depuis le Moyen-Âge, on apprend ça dans l'art du travail bien fait. Cette conscience de soi dans ce que l'on fait. Et donc c'est plutôt une éducation des esprits, mais qui est disponible pour tout le monde. Un prof de français dans la diction pour réciter une leçon, une poésie, pourrait inviter les enfants à observer leur souffle pour porter le message, mettre la sensibilité dans la diction. Donc c'est dans la vie quotidienne que c'est intéressant de le pratiquer. Et votre rapport au silence, j'aimerais l'entendre face justement à cette respiration et dans le contexte peut-être de cet éveil ou de cette plénitude ou de ce bien-être. Quel est-il pour vous ? Alors, il y a un vrai problème culturel, c'est qu'en Occident, en France, en Europe de l'Ouest, il faut faire du bruit avec sa bouche. On ne peut pas, entre amis, rester dans le silence et dans le partage. C'est anticulturel. Et en plus de parler, il faut boire, il faut manger, mais il faut s'occuper. Il faut faire. Et on est dans la fuite en avant où on multiplie les activités. En gestion du stress, j'ai entraîné 10 000 managers dans une trentaine de pays. J'avais quelquefois que 2 heures pour leur dire, pour vous ressourcer, prenez ces moments de tranquillité, de recentrage. Le silence, c'est le moment de la rencontre avec soi-même. Et si on se fuit, alors on se jette dans les activités ou dans des échanges avec les autres. Mais si on se donne rendez-vous pour se tenir bonne compagnie, le silence, c'est la paix des organes, c'est le moment de la plénitude, de la sérénité, et c'est le moment pour être. Un jour, dans une entreprise, il y avait une pancarte sur un mur. La vie, c'est ce qui se passe pendant qu'on est occupé ailleurs. J'invite la plupart des gens avec qui j'ai l'occasion de travailler pour leur dire, prenez du recul de temps en temps. Mettez-vous en perspective sur votre vie. Ne vous laissez pas déborder, mais tranquillisez-vous pour regarder où sont vos vraies priorités. J'aime beaucoup le titre de votre petit livre. La liberté de s'accomplir. Oui, c'est en lien avec ça quand même. Alors, là, on est dedans. Ce livre-là, c'est sur les choix de vie, le sens qu'on donne à sa vie. Chacun doit choisir sa vie, mais il y a des bonnes questions à se poser au carrefour de la vie. Est-ce que je me marie ou pas? Est-ce que j'épouse cette demoiselle ou pas? Est-ce que je change de crèmerie parce que mon boulot commence à me saturer? Est-ce que je change de métier? Est-ce que je change de pays? Tout ça, c'est des questions existentielles difficiles. Et si on mûrit bien sa décision, on le fait en pleine connaissance de cause et on l'assume. Tout à fait. Alors j'aimerais faire une deuxième petite vidéo tout de suite après sur ce sujet-là. Là, on va terminer sur la respiration parce que vous êtes passionné de la respiration. Quand même, vous voulez même en fait enseigner et transmettre ça et faire que les professionnels eux-mêmes le réalisent. On parle même dans l'éducation ou là simplement la santé? Non, partout. Tous les enseignants ont fait le 23 et 24 janvier à la Cité des Sciences à Paris un colloque interprofessionnel pour toutes les professions de la santé, de l'éducation, du sport. Ils sont les bienvenus pour transmettre aux gens dont ils ont la responsabilité cette dimension du souffle qui va leur donner beaucoup de bénéfices. Parce que les bénéfices sont nombreux quand même. On a un potentiel humain qui est extraordinaire, on en est arrivé qu'à un tout petit bout. Il y a même un bénéfice pour la sécurité sociale, pour réduire la consommation de somnifères, de tranquillisants, d'antidépresseurs. Ils sont bien dans la prévention maintenant. Santé active, ça commence à se développer. Il faut aller plus loin pour aller dans l'éducation au capital santé-vitalité. Voilà. Et le souffle,
Le souffle conscient l'aide beaucoup. Il contribue pour beaucoup. Il y a des petits exercices comme ça qu'on pourrait faire? Oh, il y en a 10 000. Mais au quotidien, le matin? Le tout premier, c'est de se recentrer pour respirer lentement, régulièrement, amplement. Il y en a un autre que je donne dans le bouquin, c'est se prendre une ceinture de judo, la mettre autour des basses-côtes et la serrer pour sentir comment on peut respirer avec la base du parapluie qui va libérer le travail du diaphragme. Plutôt que de respirer de manière anxiogène, en montant les épaules, en contractant le cou. Ça, c'est la bonne manière de nourrir son angoisse, mais pas d'être serein. Donc respiration basse, lente, profonde. Puis après, la deuxième vraiment bonne consigne, c'est chanter à tue-tête. Chanter dans sa voiture. Pas chanter seulement sous la douche, mais s'exprimer fortement pour extérioriser les pressions, les tensions et les évacuer au fur et à mesure. Waouh, ça me plaît tout ça. Merci beaucoup, Édouard. Voici le livre, hein, il y a beaucoup plus d'informations et c'est bien plus détaillé. Pratique, très très pratique. Il y a des bases scientifiques et plein d'exercices pratiques pour aller dans ces différentes directions. Merci. Bienvenue. Plein de gros bisous à vous, mes délicieux co-créateurs. Si vous voulez commencer à respirer et à obtenir les vertus de la respiration, eh bien voilà. Je suppose que vous faites des stages. C'est gratuit et ça peut rapporter gros. Plein de gros bisous. On vous embrasse. Au revoir.